Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Festival Images et Santé et à sa 14e édition 100% digitale qui se déroule, comme vous le savez, jusqu'à ce samedi 27 mars. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau débat, pour cette soirée en direct sur la plateforme La 25e heure, qui est la plateforme partenaire du festival. Un débat ce soir, bien sûr, qui va évoquer le film que vous venez de visionner. C'est En attendant la deuxième vague, réalisé par Christophe Hermans. Vous l'avez constaté, c'est un film qui se démarque totalement de l'enquête, du reportage conventionnel, du flux d'informations qui nous envahit quotidiennement depuis maintenant plus d'un an sur la crise sanitaire, des informations souvent contradictoires et anxiogènes. Et en cela, le film de Christophe arrive à point nommé. Il permet de prendre du recul sur le thème. C'est un film qui parle posément et concrètement des choses et qui rappelle la fonction singulière, nécessaire du cinéma documentaire, qui rappelle que le cinéma documentaire a pour finalement fonction principale de saisir la réalité dans toute sa complexité. Et vous l'aurez vu ce soir, le film de Christophe y arrive parfaitement. Christophe Hermans, c'est un jeune réalisateur diplômé de l'IAD, qu'on suit au Grignou avec beaucoup d'attention. On soutient ses films, son travail qui nous touche beaucoup. Christophe a déjà réalisé bon nombre de courts-métrages de fiction, des longs-métrages documentaires. Dans cette catégorie, je citerai notamment Éclaireur, Les parents, Les enfants, Les perruques de Christelle, Victor ou encore Corps étranger. Et ce soir, vous savez, donc le débat va, en tout cas je vous l'annonce, se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, nous allons accueillir trois intervenants, Christophe Hermans, Karine Thirion, qui est protagoniste du film, qui est infirmière, qui est responsable de l'unité d'infectiologie au CHU de Liège, et aussi Patricia Modanez, qui est infirmière et responsable d'une des unités des soins intensifs au CHU de Liège. Et puis, dans un second temps, nous débattrons avec Julien Compère, qui est administrateur délégué du CHU de Liège, et toujours en présence de Christophe Hermans. Voilà pour l'aspect pratique des choses. Le débat, dans sa globalité, va durer autour d'une heure. Et bien entendu, c'est important, vous n'hésitez pas à envoyer via le live chat de la 25e heure, d'envoyer toutes vos questions, et on essaiera d'en relayer un maximum à nos invités tout au long de la soirée. On va donc commencer le débat, et je vais d'abord accueillir et poser la première question à Christophe Hermans. Merci beaucoup Christophe, en tout cas, pour ta présence et pour la qualité de ton film. Et je voulais simplement, pour ouvrir la discussion, te demander simplement de revenir sur la genèse du projet et de nous dire en quelques mots ce qui t'a persuadé, donné envie de faire ce film. Je pense qu'il y a eu plusieurs raisons au départ. La première, ça a été la disparition d'un proche, d'un ingénieur du son, Mark Engels, qui est décédé au début de la première vague. Et ça m'a posé la question de savoir si, en tant que documentariste, je ne devais pas être présent pour justement cerner cette crise et la filmer d'une manière. Ensuite, il y avait les médias que je voyais tous les jours, qui traitaient les hôpitaux, et il y avait pour moi un regard qui m'était malaisant, c'est-à-dire d'aller vers la peur, de créer la peur chez le citoyen. Et j'avais envie de rencontrer ces femmes et ces hommes au sein d'un hôpital et voir c'est quoi leur réalité en fait. Et puis derrière tout ça, il y a toujours cette préoccupation qui est là aussi chez moi, c'est de vouloir faire des films de femmes aussi, des femmes fortes, solides, qui sont capables de porter beaucoup sur les épaules, des psychologies mises à rude épreuve. Et je pense que la combinaison de tout ça a donné naissance à ce film. Très bien. Bonsoir Karine Thirion. J'avais simplement envie de vous poser la question suivante. Comment allez-vous et comment se passe votre travail aujourd'hui au sein de votre unité au CHU? Bonsoir. Bonsoir. Je vais bien. Et mon travail, il se passe bien. Il se passe bien. J'ai une équipe d'enfer qui vit dans le Covid depuis un an et qui surfe, qui s'adapte aux différentes étapes, aux différentes vagues. Et donc, je veux dire que pour l'instant, malgré les circonstances actuelles et le fait qu'on pense que ça revient un peu, ça se passe bien dans l'équipe.
Merci. Patricia, bonsoir. Merci aussi, hein, comme Karine, de votre présence ce soir. Mais je voulais aussi vous demander comment vous alliez et comment se passe votre travail actuellement au sein de votre unité. Je vais bien, mais pour le moment, nous sommes un peu épargnés par le Covid. Les soins intensifs sont toujours un petit peu en décalé par rapport aux salles banalisées. Pour le moment, nous n'avons pas de Covid. Et donc, c'est un petit peu la routine d'une unité de soins intensifs. Mais on travaille à flux tendu quand même. Comment avez-vous reçu le film de Christophe? Qu'en avez-vous pensé en fait en le découvrant, Karine? C'est particulier parce qu'on ne l'a pas découvert avec le regard du spectateur habituel, puisqu'on a participé au tournage. Et donc, on a trouvé toutes les deux tout de suite que c'était un très beau film. Et en même temps, forcément, nous, on les a vus tourner tout le temps, plein de choses de notre vécu. Donc forcément, c'était un film qui était l'histoire vue par Christophe et racontée au travers de moments qu'il a captés, qu'il a su merveilleusement capter pour montrer ce qu'il voulait montrer. À savoir l'histoire de patients et tout le travail de fourmi qui est généré autour pour pouvoir encadrer les patients aussi bien au niveau physique, au niveau de leur évolution physique qu'au niveau de leur évolution mentale, morale. Et voilà, alors nous, forcément, on a été surprises parce qu'on est des kidam, mais on n'est pas habitués au cinéma. On a fait notre job pendant qu'ils filmaient. Et donc, on s'attendait à voir plein de choses qu'on avait forcément partagées avec eux, avec leur caméra. Et je pense qu'ils ont filmé, je sais pas, 180 heures, c'est ça? Ils ont filmé énormément pour 70 minutes. Donc, à la fois, il y a eu un bel émerveillement par rapport à ce qu'il avait fait et à l'histoire qu'il avait racontée à partir de ce qu'il avait filmé, et un étonnement aussi par rapport à tout ce qui a été filmé et qui, à un moment donné, se retrouve dans 70 minutes. Et vous, Patricia? Je rejoins assez fort Karine. En fait, c'est un peu particulier parce qu'on se voit évoluer dans notre quotidien, qui est assez bien retranscrit. C'est vraiment, on se retrouve vraiment, mais c'est particulier de se voir dans notre quotidien et dans notre profession. Par contre, justement, quand on sait tout ce qu'il a filmé, quand on sait jusqu'où il a pu aller par moment, je trouve que l'humanité et la sensibilité et la pudeur surtout qu'il a pu mettre en avant, ça m'a fortement impressionnée et je suis contente, oui. Je suis contente du résultat. Est-ce que vous avez découvert des choses sur votre travail, sur votre lieu de travail, en voyant le film, en ayant le recul? Personnellement, non. Non. Non, on voit tout ça. Si on a pu découvrir quelque chose, c'est le fait que, comme il suit notamment un patient qui vient de mon service et puis qui va vers le service de soins intensifs de Patricia, c'est pour les deux équipes d'avoir vu la vie dans l'équipe dans laquelle on ne travaille pas. Et donc ça, oui, ça, je sais bien qu'il y en a dans ton équipe qui ont dit c'est marrant parce que Monsieur Strauch, on n'imaginait pas qu'il était comme ça au début parce qu'il est arrivé dans un état qui était déjà pas mal altéré. Et je pense que pour nous, c'était beau aussi de voir son parcours qu'on n'a pas vu, puisque forcément, nous, le rideau se ferme à partir du moment où le patient passe dans une autre salle. Et donc, oui, ça nous permettait d'aller voir la vie des autres et la réalité du patient au-delà de nos murs. Ouais. Christophe, c'est un projet spontané, évidemment. C'est un projet pour lequel tu as eu peu de temps de préparation, en tout cas qui est un temps de préparation, j'imagine, beaucoup plus réduit qu'habituellement pour toi. Est-ce que ça a changé fondamentalement quelque chose dans ton approche de ton travail, de ton métier? Mais c'était très intéressant en fait de faire ce documentaire parce que j'avais aucune prise sur le réel, c'est-à-dire que souvent en documentaire on peut parler de fictionnaliser les choses, de mettre les choses en scène, en tout cas de proposer des séquences. Ici, c'est pas du tout le cas. Justement, je devais me faire le plus discret possible et être le moins agresseur possible. Et ça, c'était
en tout cas un contrat de confiance que j'avais entre moi et toutes les personnes qui étaient filmées, parce qu'il fallait aussi l'accord de ces personnes, et et déjà être présent, c'est déjà un obstacle pour beaucoup, parce qu'il y a le geste médical qui est là aussi, et puis des tranches de vie intimes. Et je pense que j'ai dû avancer progressivement avec l'idée d'être dans le respect de tout ça. Et donc, quand on filme et qu'on rentre dans une chambre ou qu'on suit voilà, des réunions qui traitent de sujets parfois très forts et compliqués, il faut que je puisse arriver à convaincre que ce que je fais restera dans cette forme d'humanité, dans le respect des personnes filmées. Et ça, c'est l'accord que j'ai avec. Donc, ici, il n'y a eu aucune préparation du tout. J'étais parti seul avec un ingénieur du son qui a bien voulu rentrer dans l'aventure. Il y a eu, voilà, c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas prêt en fait, et on avance en même temps que la maladie, c'est-à-dire qu'on est au courant de rien quand on commence. Donc on a peur, on a de très grandes peurs. Mais heureusement, on est soutenu. J'étais soutenu par vous, j'étais soutenu par des médecins qui étaient là aussi. Donc, quelque part, ça m'a aidé. Ils m'ont aidé à faire le film. Et je pense que faire un film, quand Patricia ou Karine parlent d'humanité, c'est pas l'humanité de ma caméra vers vous, c'est votre travail, en fait, simplement. C'est un reflet de votre travail que je trouve qui méritait d'être mis en avant. Et c'est vrai que ici, je cible sur vous deux, mais en même temps, il y a d'autres personnes que j'ai filmées qui méritent tout autant cette place. Parce que voilà, dans le documentaire, on fait des choix artistiques, narratifs, mais après, il y a tellement de personnes qui sont tellement intéressantes à filmer, et je pense que ma volonté, c'était de mettre des visages sur ce corps médical, et surtout, outre les visages, c'est des psychologies, c'est comprendre qui ils sont derrière, quoi. Et c'est ça, tout le travail, tout le processus que j'ai cherché à faire. Savoir qui ils sont derrière et ce qu'ils ont besoin d'exprimer aussi, parce que, et c'est l'une des grandes qualités du film, c'est qu'on entend une parole qu'on n'a pas entendue beaucoup aussi, votre parole pendant toute cette année, et tout ce récit médiatique en fait. Comment avez-vous donc du coup aussi accepté quelque part le film? Est-ce que vous avez dit à un moment donné, c'est aussi l'opportunité pour nous de dire des choses ou... C'est pour ça qu'on l'a accepté. Parce que quand Christophe est arrivé un soir, en fin de journée, avec son preneur de son, en disant voilà, bonjour, je viens filmer à partir de demain. D'abord, je lui ai demandé d'attendre un peu parce que ça devait nécessiter un consensus d'équipe, que c'était pas du tout évident d'avoir un regard étranger qui vienne dans un travail qui est extrêmement intime. Et donc, il fallait que ça ait du sens. Donc, on en a discuté avec l'équipe et on s'est dit, ça peut avoir du sens parce que c'est l'occasion de montrer autre chose que ce qu'on voit dans les médias. C'est l'occasion que quelqu'un puisse voir vraiment ce qu'on vit à l'intérieur et pas juste avoir des plans sensationnels qu'on monte de façon vite fait pour donner une impression d'effervescence, de catastrophe, de plein de choses et qui n'expriment rien vraiment du vécu. Donc oui, on s'est dit ça a du sens pour ça parce que c'est important qu'on nous voit autrement. Pas pour être vu, mais parce qu'on a compris que notre travail n'était pas bien compris, qu'il n'était pas bien compris en fait, et que notamment le fait qu'on nous applaudisse, qu'on nous prenne pour des héros, on s'est dit mais on fait le même job, toute notre vie, quoi. Sauf que là, il y avait une psychose collective, mais tout le monde était dans cette peur, oui. Mais voilà, le travail derrière, c'est un travail qui est rude. Hors dehors du Covid, ça reste un travail qui est rude. Tout à fait. Patricia, vous rejoignez, je suppose, Évidemment, les propos oui. de Karine. Oui, évidemment, c'était vraiment... Il fallait que ça ait du sens. C'est pas évident d'avoir un caméraman et un ingénieur du son à nos côtés dans des moments très intimes où on ne sait pas évidemment ce qu'il va ressortir après de ce qui a été filmé. Donc ça, c'était une angoisse par moment, même si on a très vite fait confiance à Christophe parce que voilà, nos sensibilités se sont rencontrées. Mais c'était important pour nous qu'il soit notre porte-parole et qu'il puisse nous montrer tel qu'on est en fait, de Covid ou pas Covid.
ce qui est frappant dans le film aussi de Christophe, c'est la dimension psychologique dans votre travail. La crise du Covid a amené quelque chose de nouveau pour vous, c'est que les parents, les proches en tout cas des patients ne pouvaient pas être présents. Et votre rôle d'intermédiaire, de relais entre donc, les patients et leurs familles a été vraiment crucial et très important. Ce que le film montre bien, ces conversations téléphoniques difficiles que vous avez avec la famille quand vous devez annoncer de tristes nouvelles. Comment ce rôle donc de relais a vraiment été renforcé forcément, vous l'avez constaté, et ça a dû être un travail assez difficile pour vous aussi, ça. Patricia? Oui, on n'est pas habitué à travailler sans les familles. Et le Covid avait quelque part, cette pathologie était très répétitive. Et donc, mon angoisse dès le départ, c'est de dépersonnaliser les patients. Et justement, ce lien avec les familles nous permettait de toujours connaître qui on avait dans le lit et son histoire. C'était important. Ça a demandé, oui, un engagement assez important. C'était pas toujours facile. Parce que justement, on n'a qu'une tablette ou un téléphone et on n'a qu'un angle de vue. Il y a tellement de choses qui peuvent passer par le regard, le toucher, qu'on ne peut plus faire, évidemment, que oui, c'était assez compliqué, mais c'était vital pour tout le monde, en fait. Tant pour nous que pour les familles, il fallait qu'on le fasse, oui. C'était compliqué émotionnellement aussi très très fort. Hein. C'est des situations qui sont... Et là, c'est vrai que le Covid a ses particularités, évidemment. Ça, ce sont des situations complètement inédites pour nous. On n'est jamais amené à vivre ça. Et donc, voilà, ça m'est arrivé de prendre mon GSM, de le mettre dans une pochette en plastique avec l'épouse d'un monsieur et de l'amener. J'avais un peu cette impression surréaliste de voir l'épouse dans mon paquet et de venir la déposer sur ses genoux. Et puis, on absorbe toutes les émotions qui se passent à ce moment-là, parce que, voilà, je veux dire, et ça peut-être que dans le film, le spectateur, je pense, peut le ressentir, mais toutes les infirmières autour, je veux dire, l'infirmière qui est derrière Patricia, en train de s'occuper d'un autre patient, quand elle entend les familles, tout ça, ce sont des émotions qui sont énormes et qui doivent être absorbées tout le temps, je veux dire, d'être cet intermédiaire entre les familles, entre le patient, avec toute l'émotion qu'il y a chez eux aussi. Ouais. Christophe, pour revenir sur les patients, j'aimerais que tu nous expliques le choix. Comment s'est-il opéré? Comment as-tu choisi les patients? Les questions éthiques que tu t'es posées, évidemment. Alors les questions éthiques, j'ai commencé par là parce que je pense que c'est très intéressant d'en parler. C'est qu'il y a une autorisation de principe au départ, c'est-à-dire que le médecin qui rentrait dans la pièce demandait l'autorisation. À partir de ce moment-là, je pouvais expliquer ma démarche. Et de cette démarche, j'avais un accord qui était là. Après, on filme des évolutions. Ces évolutions, parfois, c'est une intubation. Et donc, c'est une complexité qui est là. Et c'est-à-dire que est-ce que la personne est consciente de l'accord qu'elle donne ou pas? Donc, pour moi et la production, il était très important de montrer le film aux patients dès qu'il était terminé, avec voilà, quelques mois de recul, et savoir s'ils étaient d'accord d'être vus de cette manière-là. Et c'est compliqué. Parce que c'est repartir dans l'histoire, dans quelque chose qu'ils ont vécu de manière très difficile, et qu'aujourd'hui ces patients, on est 1 an plus tard, sont toujours en revalidation. Ça, il faut aussi le dire, que tous ces patients qui ont été traités il y a 1 an sont toujours dans un processus pour se rétablir. Et évidemment, il est important que ces 2 patients qui sont au centre de ce film soient aussi porteur de sens dans des évolutions, c'est-à-dire on voit quelqu'un qui rentre justement dans une unité Covid et puis ensuite qui part aux soins intensifs avec je disais le terme de Karine, qui était parfois un patient qui foire, mais c'est-à-dire que voilà, la trajectoire de Monsieur Strauss est vue dans le film, c'est-à-dire qu'on pense que ça peut capoter, et il s'en sort, et c'est magnifique. C'est incroyable ce qui se passe. Et Monsieur de Thiers, voilà, c'est un monsieur qui a vécu quasiment tout
toute la première vague intubé, donc du coup dans un coma artificiel. Donc, et voilà, il se réveille et il doit réapprendre. Et je pense que ces deux trajectoires, même si beaucoup d'autres ont été filmées, leur singularité et aussi l'émotionnel que ça dégage, parce que je pense que les moments de tablette qu'on peut voir dans le film sont pour moi des moments plus que touchants, parce qu'il faut se rappeler que les familles pouvaient, comme tu l'avais dit Karine, que les familles ne pouvaient pas venir. Donc du coup, ce sont des images que les familles n'ont pas pu vivre. On pourrait me reprocher ça, en fait, d'être présent à ce moment-là. J'accepte qu'on me reproche ça, mais pour moi, c'est être aussi un accompagnement pour ces personnes que j'ai suivies, pour ce corps médical et infirmier, pour ces patients, pour, si vous voulez, mettre des images sur les trous de l'histoire. Voilà. Très bien dit. Oui. Karine, Patricia, ce qui est encore très marquant dans le film, c'est la solidarité très forte qui s'installe entre tout le personnel de l'hôpital, tous services confondus. On sent, on voit un dialogue, une compréhension, une envie de se soutenir. Est-ce que ce sentiment de solidarité, est-ce qu'il s'est encore renforcé avec cette crise? J'imagine que oui. Hein, mais... Oui. Je ne sais pas si on peut dire qu'il s'est renforcé ou alors il s'est révélé à son plus haut point. Dans mon équipe, en tout cas, de base, il y a une philosophie de solidarité qui est présente depuis toujours. Mais là, il y a eu quelque chose qui a tout dépassé. C'est-à-dire que dès que ça a commencé, dès que la première vague a commencé, qu'il y a eu ce rush de patients, j'ai eu rien à demander à personne. D'abord, c'est l'équipe qui a pris les choses en main parce que moi, j'étais absente, j'étais à l'étranger quand ça a commencé. Donc, c'est l'équipe qui a géré. Je rends hommage d'ailleurs à Aurélie et à toute l'équipe. Ils ont tout pris à bras le corps et ils ont tout mis en place. Moi, je suis arrivée 10 jours après. Et quand je suis arrivée, tout le monde est venu spontanément me proposer de travailler à temps plein, par exemple. J'ai rien dû demander. Donc, tous les temps partiels, spontanément, on dit voilà. Et quel que soit le corps de métier, que ce soit les infirmières, que ce soit les techniciennes de surface, il n'y a personne qui a voulu faire demi-tour. Il n'y a personne qui a mis des réserves, il n'y a personne qui a essayé de trouver une excuse pour pouvoir aller ailleurs ou ne pas travailler. Donc, il y a eu un élan de solidarité qui a été merveilleux, merveilleux. Humainement, ça a été fantastique de voir que peut-être il y avait aussi une situation particulièrement difficile et extrême qui ramenait à la surface, à l'esprit de chacun, notre vocation, notre mission. De base, ouais. Oui, oui, qui est parfois difficile à garder en vue dans le quotidien et dans les soins, dans la dureté justement des soins du quotidien. Parfois on oublie, on ne sait plus pourquoi on a choisi ça. Puis là, subitement, il y a une urgence, un état d'urgence. Je pense que ça ravive l'essentiel. Voilà. C'est très beau. C'est vrai, Patricia, qu'on sent, au-delà de la générosité, la solidarité entre vous, un travail superbement organisé, malgré toute cette crise inattendue. Oui, je pense que vraiment cette crise leur a permis de montrer toute leur capacité d'adaptation, de résilience et comme tu dis, tout le sens de leur travail, elles l'ont redécouvert en fait. Et ce que j'ai trouvé aussi très, très beau dans cette première vague, enfin, même encore maintenant, c'est qu'en plus de la solidarité, elles ont vraiment fait attention à l'autre, à la voisine, à la collègue, vraiment qui qu'on soit, la femme d'ouvrage, le médecin, on était vraiment tous attentifs à ce que l'autre soit bien protégé, soit bien équipé, ne soit pas trop fatigué. Et ça a été vraiment un très grand élan d'amour, finalement, les uns envers les autres. Et en plus de la solidarité, c'était au-delà de la solidarité. Ouais, un sentiment très fort que le film, Christophe, traduit très bien. Un mot peut-être aussi sur ton approche cinématographique. C'est un film très sobre. J'aimerais que tu expliques en quelques mots tes intentions de mise en scène pour aborder ce sujet. Je pense que je voulais être ce membre de la famille qui ne pouvait pas être présent. Donc, c'est-à-dire de pouvoir prendre une distance et observer ce qui se passe sans le juger.
parce que pour moi, outre la parole qui est présente dans le film, je trouve, en tout cas les retours que j'en ai, et ce que le monteur a travaillé beaucoup, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de visages qui parlent en fait. Mhm. Je trouve que les visages parlent dans ce film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une parole pour comprendre une détresse, pour comprendre qu'on ne maîtrise pas quelque chose, pour comprendre qu'il faut y aller maintenant et pas demain. Mhm. Et donc, j'avais envie de faire un film qui est quasiment en gros plan, en fait. J'avais envie que ces visages, que le visage de l'infirmier et le visage du patient se confondent. Et c'est-à-dire de nourrir quelque chose qui pour moi est important, c'est le lien. Et on parle beaucoup de... Voilà, moi j'ai envie de parler d'humain, en fait. Et je pense que ce que j'ai vu, et je n'aurais pas pu faire autrement si je n'avais pas vu ça, c'est que c'est de l'humain qui est là derrière. Et je pense que quand on affronte aujourd'hui une deuxième vague, une troisième, il ne faut pas oublier qu'il y a ça qui existe. Et pour moi, c'est important de se dire que moi, je suis en confiance quand j'ai rencontré toutes ces femmes et ces hommes au sein du CHU. Même si parfois, ils ne savaient pas maîtriser la situation, parce que voilà, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est Mhm. normal, on ne peut pas en vouloir nous-mêmes. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, c'est quand même beau de trouver des figures rassurantes qui nous poussent, qui nous soulèvent et qui ne nous lâchent pas. Parce que moi, ce que je trouve magnifique dans le travail que vous faites, et dans le travail de tout le CHU, et dans tous les CHU, j'ai envie de dire, ils abandonnent pas. Mhm. L'investissement total. Moi, j'ai la chance de faire un documentaire et de partir. Mhm. Eux, ils sont toujours là. Et ça, c'est une grande différence. Karine, Patricia, Christophe vient de parler de partir. Comment gérez-vous encore aujourd'hui cette transition entre la vie au CHU, la vie à l'extérieur, chez vous, et cet éternel aller-retour Comme on peut, Mhm. comme tout le monde finalement, hein. Tout est compliqué pour tout le monde. Les mesures sont compliquées à subir, mais bon, voilà, on s'accroche comme tout le monde et on avance. Et je pense que on n'a pas le choix de toute façon, et puis on aime ce qu'on fait. Mm. On ne voudrait pas faire autre chose. Karine? Oui, ça, il n'est pas question de partir. Et ces allers-retours dont vous parlez entre la maison et l'hôpital, ben, en fonction des moments, c'est très particulier parce que au point chaud, je vais dire, des vagues, et la deuxième a duré beaucoup plus longtemps, a été beaucoup plus rude. On se disait l'autre jour avec quelques collègues que finalement, on avait du mal à rentrer à la maison. Mhm. Parce qu'il n'y a qu'à l'hôpital qu'on pouvait se sentir compris sans parler, et qu'on pouvait parler et se sentir compris. Alors ça ne veut pas dire que nos familles ne pouvaient pas comprendre, parce que moi, ils ont reçu énormément de choses et ils m'ont accueilli avec beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui se vivent et qui sont tellement difficiles et dures qu'on n'a pas les mots. Et qu'on n'a pas non plus envie de leur déposer certaines choses et trop. Donc finalement, c'est entre nous qu'on peut se sentir quelque part dans une certaine sécurité de communication implicite. Mhm. Voilà. Peut-être pour conclure cette première partie de débat, Patricia, Karine, j'aimerais vous faire réagir sur une question d'ordre plus général, sur le statut du monde médical qui, on a l'impression qu'il a changé et qu'au début de la crise, le monde médical était vu, enfin tout le monde comme des héros, et que petit à petit, on a donc l'impression que ça a changé et que c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, en tout cas dans une certaine partie de la population. Comment est-ce que, si c'est le cas pour vous, comment est-ce que vous vivez ça, ce changement un peu de perception? Moi, en tout cas, personnellement, c'est compliqué d'être vu comme un héros, puisque c'est notre métier et qu'on le faisait déjà avant. On était évidemment heureux d'avoir un peu de lumière et d'être reconnu finalement dans la population.
Mais c'est vrai que maintenant, on est un petit peu stigmatisé parce que finalement, on est pointé du doigt et c'est tout aussi compliqué. Je pense que on est un peu dans la lumière, mais finalement, moi en tout cas, je préfère travailler dans l'ombre, même si c'est quand même c'est important qu'on puisse mettre en avant tout ce que le monde infirmier, le monde médical vit et fait. Mais voilà, pour moi, c'est assez compliqué, autant d'être dans la lumière que pour le moment de subir un peu cette stigmatisation. Et pour vous, Karine? Oui, je pense que ce que dit Patricia est juste. Maintenant, voilà, je veux dire, ça reste un monde clos qu'on connaît peu, qu'on a voulu mettre en avant parce que les gens ont eu l'impression qu'on risquait notre vie, en fait, tout simplement. Hein, c'est ça, hein, le seul truc. C'était pas la nature de notre travail qui était l'objet de l'admiration. C'était le fait que tout le monde avait très très peur de ce virus et pensait qu'il était vraiment dangereux et que nous, on était en contact avec des gens. Donc c'était un petit peu être un démineur, quoi. Rien d'autre. C'était ça qui justifiait le titre de héros. Et maintenant, on continue à faire notre travail. Et je vois parfois qu'en effet, certaines personnes n'osent pas me dire ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, un peu comme si, parce qu'on soigne, on travaille dans le coronavirus, qu'on devient des juges de ce qui est bien ou pas bien, de ce qu'il faut faire ou pas. Voilà. Maintenant, par rapport à ce monde qui est vu de loin, j'ai aussi envie, avant de terminer le débat, de rendre hommage à tous ces médecins qui ont fait des gardes gigantesques, qui ont travaillé jour et nuit, qui ont travaillé 7 jours sur 7. Voilà, aux chercheurs, puisqu'on en a dans notre service, notre chef de service, Gilles, qui ont une vie de fou depuis le début de cette épidémie et qui ont toujours une vie de fou maintenant pour essayer de trouver des traitements, des remèdes. Et ça ne se voit pas, on n'en parle pas. On n'en parle pas, en fait. On pointe aussi beaucoup du doigt les experts. Mais il y a aussi beaucoup de chercheurs, beaucoup de médecins dont la vie a radicalement changé et c'est dans l'ombre. Mais voilà, ils ont une vie très rude depuis un an. Pour nous, pour tout le monde. Merci Voilà. beaucoup. C'est une bonne conclusion, Karine. Merci beaucoup, Patricia, pour votre présence, votre travail et pour la richesse des propos échangés ce soir. On va clôturer la première partie du débat. Et Je peux t'interrompre 2 secondes? bien sûr, Christophe. C'était parce qu'on est comme dans un festival de cinéma et c'est important aussi de dire qu'il y a des spectateurs derrière et que quand on fait un film, on se doit aussi de remercier son équipe. Et je tenais à remercier aussi mes producteurs, ma productrice Julie Frère de chez Dérive, Gaël et Dern qui ont soutenu ce projet, et aussi les coproducteurs, que ce soit Fracas Productions, que ce soit le Wallonie Image Production, Wallimage qui a été aussi derrière, et voilà, et aussi toute l'équipe de chez Another Light qui me soutient au quotidien, et c'est pas simple de me soutenir, donc je voulais remercier voilà, Sébastien et Angèle derrière qui me soutiennent jour après jour dans cette rude épreuve. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Hein. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Mon petit masque. On va accueillir dans quelques instants Julien Compère, administrateur délégué du CHU. Et bonsoir, Monsieur Compère. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir, et c'est tout à fait normal. Et donc, nous allons entamer la deuxième partie de la discussion. Et Monsieur Compère, comme je l'ai dit tout à l'heure à Patricia et à Karine, mais j'aimerais tout simplement vous demander, pour introduire la discussion, comment allez-vous et comment se passe le travail de manière globale et actuelle au sein du CHU? Écoutez, je vais bien, merci de demander. Je pense que ça fait quand même une année particulière qu'on vient de vivre tout au long allez, je vais dire depuis début mars 2020. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment de recommencer au début. D'ailleurs, je trouve que c'est une journée assez particulière avec des décisions qui sont prises qui nous donnent l'impression de plus que jamais revenir un an en arrière. Donc c'est une sensation un peu encore plus bizarre aujourd'hui qu'hier. Et c'est vrai qu'on est toujours depuis un an avec cette maladie qu'on ne connaissait pas il y a un an et qui aujourd'hui
eh bien, prend une grande partie de notre vie privée et surtout aussi, nous, au CHU, de notre vie professionnelle, avec toujours cette préoccupation de savoir quelle va être l'évolution, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de combiner les deux, la prise en charge de toutes les autres pathologies, la prise en charge des patients Covid. Donc voilà, c'est aussi un regard un peu parfois émerveillé au sens premier du terme sur comment quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a un an peut bouleverser vos vies comme ça en quelques semaines et le faire durablement. Donc voilà, c'est un peu ça le sentiment qui prédomine aujourd'hui. Et en tant qu'administrateur délégué du CHU, comment accueille-t-on un projet de film comme celui de Christophe au début d'une crise sans nom, aussi complexe et inattendue? Alors, on a voulu, dès le début, pouvoir à un moment donné garder une forme de témoignage de cette période. On a assez vite perçu que cette période qu'on vivait allait être exceptionnelle au sens premier du terme. Et on a été beaucoup sollicité par différents projets, souvent des documentaires qui étaient destinés à la télévision. Et puis le projet de Christophe est arrivé et finalement on a décidé d'aller vers ce projet-là. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, je pense qu'on a vraiment bien fait, parce qu'il y a un élément qui est vraiment pour moi extrêmement important dans ce qu'on voit, c'est le recul que prend ce film, la temporalité qu'il apporte. Je pense que l'émotion, évidemment, mais je pense au côté où on peut un peu prendre un peu du recul sur ce qu'on a vécu pendant toute cette année. Et même nous, je pense, le revoir comme ça, moi j'ai eu la chance de le voir il y a peut-être un mois, on oublie qu'on a vécu ça quelque part. Enfin, moi, je veux dire, je ne suis pas en première ligne, je ne suis pas dans les chambres comme Patricia et Karine peuvent l'être, et elles qui n'ont jamais arrêté de l'être. Mais nous, je vais dire, ces moments-là, on a appris, certes comme tout le monde, mais à vivre avec, et donc on a oublié ce qu'on a vécu. Et je pense que le film, il nous rapporte avec ces histoires d'hommes, je vais dire les patients qui sont assez émouvantes et bouleversantes, ces histoires d'hommes et de femmes qui travaillent au quotidien, elles nous replongent, mais avec un recul nécessaire dans ce qu'a été cette crise, ce qu'elle est d'ailleurs toujours, même si voilà, il y a un an c'était un saut dans l'inconnu, aujourd'hui c'est quelque chose qui est connu, qui est pris en charge, les protocoles ont pu être... mais qui reste un moment voilà, où tous ensemble, on a dû se jeter dans quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et en ça, je trouve que le travail que Christophe a fait, il est extrêmement salutaire. Christophe, j'aimerais évoquer avec toi la place du spectateur et les questions que tu te posais dans l'écriture à nouveau. C'est un film où le réel nous est montré, j'ai envie de dire tel quel, où il n'y a pas d'apport d'une voix off, de commentaires, tu n'interviens pas. Quelles étaient tes intentions de ce point de vue-là? Mais justement, qu'il n'y ait pas d'interprétation de ma part, c'est-à-dire que le spectateur puisse, lui, faire son chemin dedans, c'est-à-dire construire son film. Je pense que chacun voit son film derrière ça. Donc, mon but, c'est simplement de pouvoir filmer des scènes de la vie quotidienne d'un CHU, ce qui est déjà assez compliqué. C'est quoi un quotidien? Le quotidien, en plus, il est extraordinaire avec cette position du Covid. Et donc, du coup, j'ai essayé de simplement d'être présent dans des moments de vie parfois très ordinaires et parfois très extraordinaires. Et simplement être dans ces moments de parole. Je pense que au départ, quand je commence ce projet, j'ai envie d'être dans ces témoignages où je sais qu'il y a Mireille Monville qui est la psychologue et qui vient écouter les équipes. Et je pense que c'est ça le point de départ. Je me suis dit, ça c'est super intéressant. Là, je vais pouvoir entendre la parole. Et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai voulu avoir, cerner. Après, au niveau des patients, je me suis dit, est-ce que je peux rentrer dans une chambre, en fait? Est-ce que j'ai le droit, en tant que spectateur, je veux dire, parce que je suis un spectateur au départ, d'être présent? Et je me suis dit, si je n'ai pas une relation avec le patient, ça ne sert à rien, ça sert à rien d'y aller. Donc, du coup, quand il y a eu des relations qui se sont construites au fur et à mesure, je me suis dit, je me sens pas... je me sens justement juste à ma place d'être là et de pouvoir filmer leur vie, même dans leurs difficultés. Et c'est quelque chose que je leur dis très vite, en fait, c'est que voilà, ça peut très bien se passer comme ça peut moins bien se passer. En tout cas, je vous accompagne et je vous lâche pas. Et j'ai pas lâché avec eux
que ce soit sur la première vague ou la deuxième vague. Mhm. Et pendant ton travail, est-ce que vous étiez en dialogue régulièrement? Pas moi tous les en deux? direct, non, non, je pense qu'on s'est croisés plusieurs fois et surtout il y a toujours eu cette préoccupation de Christophe de savoir voilà, ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Je pense qu'on a essayé de laisser un maximum de liberté, aussi bien de filmer, évidemment toute la liberté artistique par la suite, mais non, c'était plutôt les équipes sur le terrain, Karine, Patricia et les médecins et le service communication chez nous qui organisaient plutôt les choses. Mhm. Il y a une question d'un spectateur adressée à toi, Christophe. Est-ce que tu as le projet de poursuivre ta démarche et de retourner filmer au CHU? Alors j'ai continué le tournage sur la deuxième vague. Mhm. Parce que Patricia et Karine m'ont dit que ça recommençait et que si je voulais voir, c'est-à-dire être présent lors d'un pic, voilà, c'est maintenant que je devais débarquer. Donc j'y suis allé. Aujourd'hui, si on me demande d'aller pour une troisième vague, non, parce que ça doit rester, pour moi, être un film, ça doit être vraiment ça doit être nécessaire et il doit y avoir un élan. Ici, je n'ai pas envie de me répéter non plus. J'ai envie d'être juste. J'ai pas envie de profiter d'une situation. Je pense que j'ai été au bout de ma démarche dans le premier film et le deuxième qui va venir. Donc, j'ai l'impression que l'histoire qui devait se raconter se raconte dans ces deux films et que je n'ai pas envie de profiter de quelque chose. Voilà, peut-être que d'autres cinéastes ont envie de le faire, mais voilà. Et le deuxième film, quelle approche aura-t-il du sujet? C'est ce que je dis souvent. Ici, on a le premier, c'est la place à la parole. La deuxième, c'est l'action. C'est-à-dire que les corps sont totalement en mouvement et mais voilà, je reçuis un patient en particulier, le travail également de Patricia et Karine. D'autres, j'ouvre justement sur d'autres protagonistes. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les carapaces qui ont tenu, qui ont résisté lors de la première vague, se craquellent tout doucement. Et donc, on rentre, je pense, un peu plus encore dans les trajectoires de ce corps médical et infirmier à travers un patient. Et pour moi, c'est montrer que effectivement, la deuxième vague, ça a été très très rude et qu'on en parle, mais je veux dire, il y a eu le travail avec les lunettes haut débit, c'est un grand débat aussi. Donc, ces infirmiers, ces médecins ont dû affronter quelque chose de terrible en fait. Cette deuxième vague a été plus terrible que la première. Et moi, personnellement, je l'ai vécu de manière très dure. Mais justement, Monsieur Combert, comment se passe la gestion du personnel au niveau psychologique actuellement au CHU? Je pense qu'actuellement, les choses vont mieux. Je pense que on a eu quand même de la chance après la deuxième vague, quand même, que les choses se soient stabilisées pendant plusieurs mois, ce qui nous a permis à toutes et à tous de reprendre une vie, je veux dire, presque normale. Je veux dire, aujourd'hui, le Covid, il fait partie voilà, de la normalité de la prise en charge et il va en faire partie pendant sûrement ad vitam comme d'autres types de pathologies qu'on a vécues. Par contre, c'est vrai que les deux premières, les deux vagues qu'on a connues, ça a été un des points les plus difficiles à gérer parce que avec une première vague où on a senti, on l'a dit tout à l'heure, un soutien de la population assez énorme par rapport au travail que nous faisions. Tout le monde qui partait du principe que c'était quelque chose qui allait durer, qui allait être court plutôt, et donc on allait tous faire un effort collectif et puis ce serait fini. Et puis quand la deuxième vague recommence, là beaucoup, on avait un peu le sentiment aussi en tant que personnel hospitalier d'être le mauvais objet et donc d'être ceux qui annoncent les mauvaises nouvelles et donc d'être associés à cette mauvaise nouvelle. Et puis vous couplez à cela le fait que le personnel a beaucoup donné dans la première vague et en fait quand commence la deuxième vague, il y en a qui ont décidé de se réorienter, de changer de boulot, notamment vu la surcharge psychologique que tout ça a généré. Et puis vous repartez avec quelque chose qui est encore beaucoup plus important que ce que vous avez connu. Et le personnel qui s'est jeté à corps et âme dans la première vague sait maintenant à quoi il va avoir affaire. Et donc il faut remobiliser. Et donc ça a été, je pense, vraiment l'élément le plus difficile à gérer.
Et surtout dans un contexte où le monde d'à côté reste un monde qu'on n'a pas connu. Je veux dire, tout continue à être fermé à peu de choses près depuis un an. Il n'y a pas de dérivatif possible. On vit dans sa bulle à domicile. Donc de là aussi l'importance du soutien psychologique en interne à l'hôpital, mais aussi en externe dans la famille. Donc c'est vraiment effectivement l'élément le plus complexe. Comme on l'a dit, la prise en charge de la maladie, elle n'est pas spécialement complexe. Elle est lourde psychologiquement et humainement, mais elle est lourde psychologiquement, oui. Rencontrez-vous d'autres difficultés aujourd'hui dans la gestion de... Oui, du CHU? la principale difficulté à laquelle on est confronté, c'est que pendant la première vague, on a dû tout arrêter, vraiment toutes les interventions, sauf les interventions totalement urgentes et nécessaires, ce qui a eu d'ailleurs des gros impacts en termes de santé publique dont je pense qu'on ne parle pas assez d'une manière générale. Et puis on a essayé de récupérer cela, puis la deuxième vague est arrivée, ce qui nous a obligés de nouveau, même si on a essayé un maximum de maintenir une activité la plus importante, mais vu le nombre de patients qu'on avait, qui était plus de 2 fois plus en deuxième vague qu'en première vague, on a dû là aussi réduire fortement l'activité, essayer de récupérer cette activité par la suite. Et comme on le disait tout à l'heure, comme Patricia Mondanès le disait, on a un flux tendu constamment. Donc déjà, le CHU est un hôpital qui est particulièrement à flux tendu toute l'année. Vous rajoutez un élément comme le Covid et vous rajoutez le fait que pendant X mois, on n'ait pas pu travailler, je vais dire, dans des conditions normales. Vous êtes aujourd'hui confronté à une gestion des flux et qui est assez difficile à gérer et avec des impacts si on ne prend pas en compte justement tous ces patients qui souffrent d'autre chose que le Covid. On l'a vu dans la première vague, 20% de diagnostics de cancer en moins. Ce n'est pas qu'il y avait moins de cancer, c'est juste qu'ils étaient moins diagnostiqués. Donc, Christophe, quand tu es rentré au CHU pour la première fois, est-ce que tu savais déjà que tu allais t'intéresser à tout le personnel en fait, de l'hôpital? Ou est-ce que ce sont des choses qui sont venues parce que tu as vu, parce que tu as eu des contacts plus appuyés? Quand je suis rentré au CHU, je suis directement allé dans l'unité d'infectiologie de Karine Thirion. Et après, je suis allé me balader un petit peu dans les couloirs et faire des rencontres, tout simplement. Et à partir de là, il y avait des personnes qui souhaitaient que je puisse les accompagner, et d'autres, c'est pas possible, simplement, voilà, il fallait respecter ça. Et donc, du coup, je me suis attardé chez Karine, chez Patricia, et aussi, le -2. -2, parce que l'hôpital est assez compliqué au niveau de l'architecture. Et donc, du coup, je me suis centré là, en fait, parce que comme j'avais des patients qui étaient devenus les protagonistes principaux du récit, ils allaient d'un service à l'autre. Donc, du coup, je me suis arrêté là. Évidemment, il y a plein d'autres choses à aller... voilà, c'est simplement, on fait un choix. On doit faire un choix quand on est cinéaste. Et ça, c'est toujours une grande difficulté, surtout pour le... voilà, quand on montre un film comme celui-là, je pense au CHU, il y a peut-être des personnes qui se disent pourquoi on n'est pas venu chez nous ou pas, pourquoi on prend cet angle d'attaque-là, pourquoi on suit tel personnage, pas d'autres. Voilà, c'est simplement un cinéaste fait des rencontres, et c'est ces rencontres qui sont montrées à l'écran. Et j'espère que les témoignages que nous entendons reflètent le regard des autres. Quel regard portez-vous, Monsieur Compère, sur le film de Christophe? Écoutez, moi j'ai été très ému quand je l'ai vu, objectivement, parce que je vous dis, vraiment ces trajectoires humaines de ces deux patients, elles sont assez, elles sont dures, ça c'est clair. On voit, et comme je pense le disait Christophe tout à l'heure aussi, on voit un des deux patients, on voit son chemin depuis l'unité de soins normales, puis l'unité de soins intensifs, puis le retour en soins normales, et puis bon, après il est d'ailleurs allé en validation aussi. Et le fait qu'il s'en sorte est assez miraculeux même aussi, et donc on voit ça, et c'est une grande émotion. On voit toute la difficulté comme on l'a dit, de la communication aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas mesuré de l'extérieur, mais les patients qui n'ont pas de visite, c'est difficile évidemment pour le patient, c'est difficile aussi pour l'équipe infirmière. Quand vous devez annoncer une mauvaise nouvelle au téléphone, c'est évidemment
à quelqu'un qui a peut-être déposé son papa, sa maman, au village Covid à l'époque, qui n'a pas pu l'accompagner, et c'est la dernière fois qu'il l'a vu. Mhm. Et ça, je pense que c'est aussi un élément qui est assez bien montré par le film. C'est pas simplement une prise en charge d'une pathologie qu'on a eue, c'est une réorganisation des soins avec un aspect humain vraiment extrêmement compliqué. Chez nous, depuis 1 an, quasi, il n'y a plus de visites aux patients. On essaye de les maintenir autant que faire se peut parce qu'on est convaincu que c'est extrêmement important pour eux d'avoir ces visites-là. Et ça, je pense de nouveau que le film nous montre bien aussi la difficulté de la communication par tablette. Et donc, voilà, non, je pense que c'est un film qui est objectivement très émouvant et je dis qui a ce mérite d'amener du recul sur une situation dans laquelle nous, on est plongé et sur laquelle les médias, et c'est leur rôle, moi je pense qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre, je pense que chacun fait son métier, les médias nous montrent effectivement l'immédiateté. Et ici, on a au moins la possibilité de voir les choses dans la durée, et la durée est importante, la temporalité est importante, je pense, dans ce type de prise en charge. Oui, tout à fait. Christophe, est-ce que tout film terminé est un moment difficile pour un réalisateur, encore plus pour un réalisateur de documentaire, qui a noué des liens forts avec, en l'occurrence ici, le personnel hospitalier, avec les patients? Est-ce que tu gardes encore un contact aujourd'hui que le film est terminé? Est-ce que tu as maintenu ce contact? Alors, pour mon cas, en plus j'avais mis ça, un commentaire sur justement par rapport à la diffusion de ce film, et je me suis rendu compte que tous les protagonistes de mes anciens documentaires faisaient la communication. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment moi je suis content maintenant aujourd'hui de ne plus être le réalisateur d'un projet pour ces personnes et justement de rencontrer ces femmes et ces hommes à côté. Donc du coup, évidemment, la relation est en train de se construire progressivement avec ce qu'on peut en faire aujourd'hui, malheureusement. Mais effectivement, on est en train de créer je suis en train de créer des rapports. Simplement être ici déjà avec Patricia et Karine, c'est déjà quelque chose. Donc on construit, on a fait une promotion ensemble avec justement avec la presse. Je les rencontre progressivement et elles connaissent une partie de moi aussi très sensible, je pense, et mon parcours de vie que je ne cache pas, parce que si elles me donnent leur confiance, je dois leur donner. Voilà, si moi je leur fais confiance, c'est réciproque. Tout à fait. Donc du coup. Et pour moi, qui a fortement besoin de famille, entre guillemets, j'en crée énormément à travers mes films. Et je suis content que chaque film, c'est une petite famille. Et ce que j'adore faire, c'est justement quand ces familles se rencontrent. Parce que voilà, quand j'ai vu Christelle, des perruques de Christelle, mettre un mot dithyrambique et saluant le travail de Patricia et Karine, qu'est-ce que c'est beau pour moi de me dire que cette famille, elle vit toujours comme ça. Et on parle de 15 ans de film derrière, donc du coup pour moi, c'est ça qui est très beau. Donc oui, évidemment, on filme pas et on dit pas au revoir, merci. Non, on construit quelque chose. Parce que ça reste des humains, ça reste des parcours de vie incroyables. Je veux dire, c'est des femmes, voilà, des femmes et des hommes. Parce je parle pas, il y a Patricia et Karine, mais il y a beaucoup d'autres que je pourrais tellement parler sur eux. Donc, et des chefs médecins que j'ai rencontrés qui sont fabuleux. Donc, en dehors du travail de l'hôpital, il y a beaucoup d'artistes en plus à travers ces médecins que j'ai rencontrés. Non, mais c'est important de souligner que c'est parce qu'on me posait comme question aujourd'hui, est-ce que c'est pas trop dur pour la culture en fait? Est-ce que le médical s'oppose pas à la culture? Mais non, c'est pas le médical qui a interdit la culture. Et je pense qu'il y a beaucoup dans tous ceux que j'ai pu rencontrer ont besoin de culture pour continuer aussi à ce que M. Compère a dit tout à l'heure. Donc simplement, oui, on rencontre des personnes fortes et intéressantes et avec lesquelles j'ai envie de continuer et effectivement un chemin derrière. Et quelque part, oui, pour conclure, Christophe, au niveau de ton travail futur, quelles leçons tires-tu de ce projet, de cette expérience pour la suite? Qu'est-ce que tu as retenu en termes de cinéma? En termes de cinéma,
Oui, en tout cas dans le développement de ton travail de metteur en scène et la réflexion générale que tu peux avoir Ben, sur la mise en scène. disons que moi je porte toujours mon regard de plus en plus loin, c'est-à-dire d'essayer d'être dans des trajectoires psychologiques très intenses et savoir si et je questionne ma place en tant que documentariste. En fait, j'ai toujours questionné ma place dans le cinéma ou même dans mon métier, dans ma vie de tous les jours. Est-ce que j'ai ma place? Je ne sais pas. En tout cas, j'y vais, j'essaye, et j'essaye d'avoir un regard bienveillant. Est-ce qu'il est bienveillant? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que je m'entoure de beaucoup de personnes autour de moi qui me permettent d'avoir ce regard. On parle d'humanité souvent à travers les films que je fais, et surtout celui-ci. Bah, si ça transparaît, c'est pas forcément que mon travail, c'est surtout les gens que je rencontre. Pour moi, c'est ça. Donc, du coup, je pense que mon but, c'est questionner ma place. Est-ce que je peux être présent dans une unité Covid, un soin intensif, avec des patients dans des moments difficiles? Est-ce que c'est juste d'y être ou pas? Moi, j'ai l'impression que oui, j'ai trouvé ma place là. Voilà. Donc, tu as bien fait, c'était important que tu fasses ce film magnifique, Christophe. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut garder une trace. Tout à fait. Ça, c'est important de garder une trace, que dans 10 ans, voilà. Clairement. Monsieur Compère, de votre côté, quelle leçon tirez-vous de toute cette expérience vécue durant cette année et comment, du coup, envisagez-vous la suite de votre travail? Alors, je pense qu'il y a une grande leçon aussi, c'est encore une grande leçon d'humilité, je trouve. Voilà, on voit à quel point un petit virus venu a priori de Chine, puisqu'on ne sait toujours pas d'où il vient, peut mettre le monde à l'arrêt, une économie, enfin l'économie mondiale à l'arrêt, et à quel point, in fine, c'est les hommes et les femmes qui sont là pour quand même essayer de sauver le fonctionnement tout simple de notre société. Et je pense que c'est une grande leçon d'humilité en tant que gestionnaire aussi. Je pense que on est nous aussi rentrés dans cette crise. On ne savait pas où on allait, on a commis des erreurs. Je pense on a essayé de ne pas reproduire les mêmes erreurs au fur et à mesure, mais je pense que justement ce côté où on doit faire preuve d'une grande humilité, moi c'est ce que je retiens, et je voudrais rebondir sur ce que Christophe disait tout à l'heure. On a toujours au CHU voulu essayer de soutenir la culture. À la fin de la première vague, on a travaillé sur les réouvertures des protocoles des différentes salles de spectacle, que ce soit l'orchestre philharmonique, l'Opéra Royal, le théâtre, même le Standard de Liège, parce qu'il ne faut surtout pas opposer les deux. Je pense que si on est là aujourd'hui, si on a voulu faire ce festival Image et Santé, certes en digital, c'est parce que plus que jamais, nos concitoyens, ils ont besoin de cette culture. Et je pense que le film de Christophe, c'est aussi la réconciliation de ces deux mondes que certains ont opposés. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je pense que voilà. Et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour témoigner de l'importance que les deux ont et de l'importance psychologique que nous avons tous et le bien essentiel, puisque c'est un adjectif malheureusement qu'on emploie beaucoup ces moments-ci, à mon avis, à tort. Surtout, il y a un gros problème sémantique, mais à quel point c'est un bien essentiel pour tout le monde. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Compère. Merci beaucoup, Christophe. Merci toi. Pour Merci à ce vous. passionnant débat, pour ce film formidable. Bravo pour votre travail, à vous et à toute l'équipe du CHU. Le Festival Image et Santé, bien entendu, se poursuit. J'ai envie de mettre en avant 2 séances qui seront animées par des collègues de l'équipe des Grignoux. C'est Petite fille de Sébastien Lifshitz, que ma collègue Alicia animera demain soir à 20h30, en présence de Sébastien Lifshitz. Et vendredi soir, à 20h30 aussi, Petit samedi de Paloma Sermondaille, qui sera animé par ma collègue Bérangère. C'est à 20h30 également. Et puis, il y a donc bien sûr d'autres séances encore d'ici samedi soir. Profitez-en bien, faites de très belles découvertes et passez une excellente fin de soirée. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.